Bonjour à tous. Nous recevons la deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien et ex-première dame de son pays de 2000 à 2010. Simone Ehime Gbagbo, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous avez vécu le rejet de la candidature de votre époux, l'ancien président Laurent Gbagbo, à la présidentielle du 31 octobre prochain? Le rejet de la candidature, là, a été quelque chose de vraiment vilain, on peut dire ça comme ça, pour la démocratie en Côte d'Ivoire, pour le respect même de l'honneur et de la dignité des hommes en Côte d'Ivoire, pour le respect des lois, des règles dans notre nation. C'était quelque chose de très laid. Vous voyez, le président Gbagbo a été conduit à la CPI, alors qu'il avait gagné les élections en 2010. Mais il y a eu une levée de bouclier contre cet homme, contre son régime. Et malgré cela, en plus de cela, on vient encore le condamner à 20 ans pour un crime qui n'existe pas. Et sur la base de cette condamnation, on le radie de la liste des électeurs. Et donc, à partir de ce moment-là, on lui interdit même d'être candidat. C'est illégal, c'est injuste et c'est vilain. Donc moi, j'ai été vraiment choqué par cela. Est-ce que les arguments évoqués par les sages du Conseil constitutionnel ne sont pas convaincants? Votre mari n'a pas fini avec le dossier CPI et il a été également condamné, comme vous le disiez à l'instant, à 20 ans de prison ici en Côte d'Ivoire dans l'affaire de la casse de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Si je prends d'abord votre premier argument là, il n'a pas encore fini avec la CPI. Mais c'est la même CPI là qu'il a déclaré non coupable et qui a dit qu'il avait le droit de retourner chez lui. Donc, personne ne peut utiliser cela. Ce qui va venir par la suite là, bon, on ne peut pas se prévaloir de cela pour le priver de ses droits. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, quand on prend la condamnation même à 20 ans, c'est ce que je disais tout de suite, hein, il a été condamné pour la casse de la BCEAO. Mais au moment où il allait prendre l'argent de la BCEAO, il était président de la République. Tous les chefs d'État ivoiriens prennent l'argent de la BCEAO pour faire fonctionner l'État. Et c'est avec cela qu'ils payent les salaires des fonctionnaires, c'est avec cela qu'ils payent les dettes, etc. C'est de l'argent qui appartient à la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas dire d'un chef d'État qu'il a fait une casse parce qu'il est parti chercher de l'argent qui est son argent en tant que chef d'État pour en plus payer les fonctionnaires avec. Si effectivement donc il a commis un crime là, mais tous ceux qui ont bénéficié, qui ont reçu les salaires à cette époque, y compris M. Alassane Ouattara lui-même, tous sont également des criminels qui doivent passer devant les tribunaux pour recel. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Et pourquoi est-ce que lui, il est candidat? Alors que lui-même, il est receleur. Voilà. Justement, parlant de candidature, M. Alassane Ouattara, au soir du 6 août dernier, a annoncé sa troisième candidature pour l'élection présidentielle du 31 octobre. Les Ivoiriens sont sortis pour manifester leur désapprobation vis-à-vis de cette décision. Aujourd'hui encore, vous continuez de croire ou de penser que la candidature de M. Alassane Ouattara, président sortant, est contraire, n'est-ce pas, à la Constitution ivoirienne? La candidature de M. Alassane Ouattara, la troisième candidature là, est absolument irrecevable. Cette candidature-là est anticonstitutionnelle. Et M. Alassane lui-même le sait, hein, ne vous en faites pas, il le sait. Parce qu'au moment où, en 2015, il faisait adopter cette nouvelle constitution-là par l'Assemblée nationale, lui-même l'avait dit. Lui-même l'avait dit qu'il ne peut pas briguer un troisième mandat. Et il a même dit qu'il ne briguerait donc pas un troisième mandat. Et les Ivoiriens ont applaudi à cette époque. Les Ivoiriens l'ont félicité à cette époque. Parce que les Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout simplement que nos lois soient respectées, que notre constitution soit respectée. Il faut que nous devenions un État de droit. Et c'est en respectant nos lois que nous allons renforcer notre État et que notre État va devenir un État fort. C'est tout. Et quand cela n'est pas fait, mais les Ivoiriens protestent. Les Ivoiriens descendent dans les rues et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils vont continuer de faire. Parce qu'il n'est pas question que nous laissions notre constitution
être piétinée. Justement, parlant de, vous avez dit tout à l'heure, il faut continuer. L'opposition dans son entièreté a lancé un mot d'ordre à la désobéissance civile, mais jusque-là, le parti au pouvoir s'entête à penser que c'est du leurre. C'est ça le drame de la Côte d'Ivoire. Pendant des années, nous avons souhaité que nous nous asseyions, que nous discutions des règles qui organisent des élections en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais voulu. C'est le déficit de dialogue en Côte d'Ivoire là, qui crée les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de personnes à Abidjan pensaient que vous-même alliez être candidate à ce scrutin d'octobre prochain. Que s'est-il passé exactement? Mais moi, dans ma vie, là, je regarde, je dis, il faut progresser étape par étape et faire dans le moment ce qui doit être fait. En ce moment-ci, là, ce qui doit être fait, ce n'est pas que moi je sois candidate ou que tel autre FPI soit candidat. Pour moi, ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est que nous puissions ensemble organiser des élections vraiment inclusives. Que nous puissions sauver la démocratie dans notre pays. C'est ça qui est important. Tant que ça, ce n'est pas fait, aller à des élections pour aller valider la candidature ou le succès de quelqu'un qui est dans l'illégalité, ça ne ferait que faire reculer la démocratie dans notre pays. Et donc, je ne suis pas allé à des élections, d'une part parce que je considère que les conditions même de parler d'élections, là, les conditions ne sont pas réunies. Deuxièmement, le jour où je voudrais aller à des élections, je vais m'adresser à mon parti. Et puis, c'est le parti qui va décider. Voilà. Pour l'instant, là, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc, ce n'est pas ça qui est mon problème aujourd'hui. Mon problème, là, comment notre pays va pouvoir reconquérir la démocratie, va pouvoir reconquérir la justice, va pouvoir reconquérir des conditions d'élection justes, des conditions transparentes, des conditions inclusives, des élections inclusives. Voilà, c'est ça qui est mon débat. Le Front populaire ivoirien, le FPI, que vous avez cofondé avec votre époux Laurent Gbagbo, est miné aujourd'hui par des dissensions internes. Deux ailes s'affrontent. Il y a celle dirigée par l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan et l'autre, pour Gbagbo, ou rien. À quand l'union? Je ne pose pas le problème à ces termes-là. Vous savez, dans un parti, dans la vie d'un parti, il y a des contradictions qui peuvent éclater. On s'assoit, on discute, on les règle. Ou alors on éjecte momentanément ou définitivement des éléments de ce corps-là qui visiblement tendent à détruire l'harmonie de l'organisation. En 2014, moi j'étais encore en prison, il y a eu un grand débat à l'intérieur du Front populaire ivoirien qui a abouti à l'exclusion de M. Affi. Et quand il est parti avec quelques-uns. Ceux-là, aujourd'hui, nous ne les considérons pas comme membres de notre organisation. C'est deux organisations distinctes qui travaillent. Mais l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan est candidat à la présidentielle du 31 octobre. C'est son droit. Est-ce que si les élections ont lieu, vous allez le soutenir ou pas? Il n'est pas mon candidat. Sur les 4 candidats, qui est votre candidat alors? Pour l'instant, là, mon candidat, c'est M. Gbagbo Laurent. Mais n'est pas candidat retenu? C'est pour ça là, que nous posons le problème. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision qui n'est pas recevable dans notre pays. Ils sont complètement discrédités. Et pourtant, dans cette institution-là, il y a de grands juristes pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais sur ce cas-ci, sur ce dossier-ci, ils se sont entièrement discrédités. Ils ont fait un mauvais casting? Ce n'est même pas un mauvais casting, c'est un mauvais jugement. C'est un mauvais jugement. Eux-mêmes ont violé les règles, ont violé les lois ivoiriennes. En 2015, vous avez été condamné par la justice ivoirienne à 20 ans d'emprisonnement pour atteinte à l'autorité et à la sûreté de l'État, puis amnistié en 2018 par le président Alassane Ouattara. Demandez-vous la même chose pour votre époux Laurent Gbagbo? Vous savez, l'amnistie est une décision politique. L'amnistie n'est pas une décision judiciaire. L'amnistie est une décision politique que prend un chef d'État pour
annuler tout ce qui est condamnation, nettoyer le casier judiciaire, réintégrer le citoyen dans sa société et dans ses droits. Alors, on prend l'amnistie soit parce qu'on considère que la personne est coupable, ou on prend l'amnistie soit parce qu'il y a un problème et qu'on veut nettoyer pour faire place nette. De sorte que moi, quand le problème du président Gbagbo s'est posé, que j'ai vu qu'ils l'ont radié des listes, j'ai souhaité, moi, que le président Alassane Ouattara prenne une loi d'amnistie. Il a pris une ordonnance en ce qui me concerne, qui a été ensuite transformée en loi, mais qu'il prenne une loi d'amnistie pour régler le problème, politiquement le problème. C'était une issue, c'était une voie qu'on lui offrait. La voie de la dignité qu'on lui offrait. Je regrette qu'il ne l'ait pas fait. Mais je pense que c'était la voie de la sagesse, que c'était la voie de la dignité et que ça aurait réglé le problème sans que pour autant, lui, il en perde son honneur et sa dignité. Il n'a pas suivi cette voie-là. Je trouve ça dommage. Simone Gbagbo, que répondez-vous à ceux qui estiment que vous avez induit en erreur Laurent Gbagbo pendant sa présidence? En quoi faisant? Ben, on disait chaque fois que c'est sa femme, on a entendu ça partout pendant la crise post-électorale, même après longtemps, pendant qu'on a déporté Laurent Gbagbo à la CPI, vous, pendant que vous traîniez encore dans les geôles en Côte d'Ivoire ici, détenu dans des prisons, tout le monde disait non, c'est la faute à sa femme. Oui, bon, vous savez, ça on est en Afrique. Hein. En Afrique, dès qu'il a eu quelque chose au mari, c'est l'épouse qui est coupable. Même quand il meurt, c'est la femme qui l'a tué. Moi, je mets ça sur ce compte. Aussi, l'on vous a souvent cité dans des affaires d'escadron de la mort, aussi dans la disparition du journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer. On vous a jamais entendu vous prononcer là-dessus? Ce que je peux dire en ce qui concerne les escadrons de la mort, là, c'est que la première fois que j'ai entendu parler d'escadrons de la mort, c'est de la bouche des Français. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, nous avons vécu une situation de complot de la France. À l'époque, c'était la France de Chirac, ensuite la France de Sarkozy, qui ont décidé que le régime de Gbagbo n'a pas le droit d'être en Côte d'Ivoire. Et ils ont organisé les choses pour que Gbagbo soit éjecté du pouvoir. Alors, il faut que ceux qui sont autour de lui soient des démons. Moi, je suis devenu le chef d'un escadron de la mort. Mais personne n'a jamais pu apporter de preuves pour soutenir cette allégation-là. Donc, moi, j'ai regardé et puis j'ai préféré ne rien dire. À l'époque, nous étions donc en début 2002-2003, les organes de presse français qui ont voulu emboucher cette trompette-là, je leur ai fait un procès à Paris. J'ai gagné tous mes procès. Ils sont allés en appel, j'ai gagné encore les procès. Parce que moi, je n'utilise pas des armes moi, pour agir, pour exposer mes idées, pour faire partager mes idées. Je n'utilise pas les armes. Je n'utilise pas les armes. Et donc, je ne dirige aucun escadron de la mort. Ensuite, Guy-André Kieffer. J'ai entendu parler le nom Guy-André Kieffer après la mort de ce monsieur. Et j'étais tout étonné de voir que c'est encore moi. Je me suis dit, bon, finalement, ceux qui m'accusent là, ils doivent me craindre. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas pourquoi. C'est moi qu'ils craignent à ce point. Mais je ne connais pas ce monsieur Guy-André Kieffer. Je n'ai jamais rencontré de ma vie. Envisagez-vous un jour de prendre la tête du FPI? Parce que là, vous êtes deuxième vice-président de cette formation politique. Mais chez nous, là, on ne décide pas comme ça. Je veux être à la tête, je veux... Non, ce n'est pas comme ça qu'on décide. C'est le parti qui fait son congrès et puis qui décide qui est la personne la mieux placée pour faire avancer le parti. Et puis bon, c'est vraiment... Aujourd'hui, là, je dois avouer que ça fait longtemps que je suis dans ce parti-là. Que je travaille pour ce parti-là. Et bon, mon ambition première, ce n'est pas d'aller être à la tête du FPI. Mon ambition, là, je vais vous l'avouer, mon ambition, c'est que ce pays change.
Mon ambition, c'est que ce pays-là devienne un État vraiment démocratique. Mon ambition, c'est que dans ce pays-là, l'État devienne un État fort, qui est en même temps juste et qui est soucieux du devenir de ses populations. Et qui s'est organisé avec tous ceux qui l'environnent là, une Afrique intégrée, développée, moderne, vigoureuse, qui sait défendre ses enfants, qui sait défendre ses intérêts, qui sait se faire respecter dans le monde et qui sait apporter au monde ses réponses propres à tous les problèmes que l'humanité vit. Voilà mon ambition. Voilà mon ambition. Belle ambition pour la Côte d'Ivoire. Alors, on entend souvent dire que la réconciliation en Côte d'Ivoire est en panne depuis belle lurette. L'opposition aujourd'hui en fait son cheval de bataille. Mais dites-nous, Simone Gbagbo, qui doit se réconcilier avec qui? Alors, ceux qui sont vraiment aveugles, la crise que la Côte d'Ivoire a connue a provoqué une véritable déchirure du tissu social, a mis à mal la cohésion même nationale. La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays qui est constitué d'une soixantaine d'ethnies, que l'on peut regrouper en 4 grandes familles. Mais cette soixantaine d'ethnies-là a sa culture propre, chacune de ces ethnies a sa politique propre. Et c'est avec les Français que nous nous sommes retrouvés à l'intérieur de frontières, tracées par la France même d'ailleurs, obligés de vivre ensemble, obligés donc de trouver un modus vivendi pour cohabiter, pour vivre ensemble dans la paix. Et la crise que nous avons vécue en Côte d'Ivoire est venue renforcer les divisions internes. Parce que la nation n'était pas encore, la fusion, n'est-ce pas, de toutes les ethnies, de toutes les tribus, n'était pas achevée et n'est toujours pas achevée. Et la crise que nous avons vécue de 2000 à 2010 est venue accroître la division. Et aujourd'hui, le moindre petit problème se retrouve dans son développement à devenir des conflits intercommunautaires, des affrontements intercommunautaires, quoi qu'on dise. N'oubliez pas également que quand M. Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, il a annoncé qu'il allait réaliser ce qu'il appelait le rattrapage ethnique. Et pour réaliser le rattrapage ethnique, il a chassé de l'administration, de la fonction publique, des postes de cadres, etc., de nombreux Ivoiriens pour recruter presque essentiellement des Malinqués, des populations du Nord. Aujourd'hui, quand vous prenez la liste des fonctionnaires, vous prenez la liste des chefs de service, vous prenez la liste même des responsables des institutions de justice, des institutions de sécurité, la majorité, c'est déjà les peuples du Nord. Il a accru, il a augmenté cette division-là entre les ethnies. Ce problème, il est là encore. Il est à résoudre. Il n'est pas encore résolu. Donc, la réconciliation, là, elle est devenue quelque chose de vital, quelque chose de fondamental. Si nous voulons que notre État, notre pays, notre nation soit sauvé, nous sommes obligés de nous asseoir, de parler entre nous, de refaire, n'est-ce pas, le consensus autour de la nation et d'éduquer même nos enfants au sentiment patriotique, au sentiment national. C'est à ce prix-là que nous pourrons sauver notre pays. Sinon, nous couvrons les yeux, hein, et, alors que la réalité est là. Vous avez vu les développements qu'il y a eu récemment. Les Ivoiriens ne sont pas contents parce que M. Alassane Ouattara a décidé d'être candidat pour une 3e fois. Ce faisant, il viole la constitution ivoirienne. Des Ivoiriens se lèvent et commencent à manifester. Mais vous avez vu les réactions? Ce sont des conflits intercommunautaires. Et ça a amené des gens à se frapper, à se blesser, à se déchirer. Alors que le débat n'est pas le débat.
Simone Gbagbo, certains Ivoiriens pensent que pour la paix en Côte d'Ivoire, il est temps que Ouattara, Bédié, Gbagbo passent la main à une autre génération en se retirant de la vie politique. Quel est votre avis sur la question? Mais les générations sont là, sont faites pour se succéder les unes aux autres. Si les Ivoiriens ne veulent plus de quelqu'un à la tête de leur nation, quand il y a des élections, que les choses puissent s'organiser et puis que celui qui... Ou bien même dans un débat, on peut leur dire, bon, là, on estime que vous-même qui êtes nos aînés, là, organisez votre propre relève. Ça doit se faire dans la tranquillité, ça doit se faire dans la paix. Voilà. Mais moi, je ne... c'est en Afrique qu'on pose ce genre de questions-là. C'est en Afrique à chaque fois. On se fait piéger par ce genre de questions-là. Celui qui veut, qui se considère encore fort pour arriver au pouvoir et qui dépose ses dossiers, s'il est retenu, il passe, quelle que soit sa génération. Quelquefois, c'est les situations que les nations vivent qui suscitent des solutions. Si aux États-Unis, les démocrates regardent parmi eux celui qui a le plus de chances de les amener à la victoire, c'est celui-là qu'ils vont prendre, quel que soit son âge. Si c'est un plus jeune, tant mieux, à condition qu'il soit effectivement expérimenté, qu'il soit effectivement sage. Si c'est un homme âgé qui a déjà de l'expérience et qui a de la sagesse, qui peut résoudre le problème, eh bien, qu'il résolve le problème, mais que toutes ces décisions se prennent dans la paix, dans le respect des uns et des autres, et non pas dans une pression, très souvent d'ailleurs, organisée par l'extérieur, très souvent. Alors, on vous a entendu dire ou confier hier à un de nos confrères qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre prochain. Alors, s'il n'y a pas d'élection, M. Ouattara, selon la Constitution, va rester à son poste. C'est tout ça qu'il faut discuter. Moi, je ne peux pas m'asseoir ici et puis dire « Ah, il n'y aura pas d'élection, je veux que ceci se fasse, je veux que cela se... » Non. M. Ouattara, il finit son mandat. Les Ivoiriens vont s'asseoir et puis décider est-ce qu'on lui redonne le pouvoir, le temps de gérer un espace qui sera un espace de transition, ou est-ce qu'on met quelqu'un d'autre parce que son régime n'a pas été capable de nous amener à la paix. C'est les Ivoiriens qui vont décider ça. Ça, ce n'est pas moi. Simone Gbagbo, que comptez-vous faire exactement ou personnellement pour éviter à tout prix un bain de sang cette année, comme il y a de cela 10 ans? Vous savez, vous parlez de 3000 morts, mais vous êtes en Côte d'Ivoire avec moi. Et vous savez qu'il n'y a pas eu 3000 morts. Les chiffres officiels. Les chiffres officiels. Ces chiffres-là sont venus de qui? En Côte d'Ivoire, nous avons compté des milliers de morts, aussi bien dans les rangs des jeunes que dans les rangs même des populations à l'intérieur des pays. Allez voir dans le pays, ouais. Allez voir dans le pays Gaudier où des villages ont disparu de la carte. Il n'y a pas eu que 3000 morts. Alors aujourd'hui, je ne souhaite pas connaître encore des morts. Et pourtant, on a déjà commencé à connaître les morts. Hein. Nous avons déjà compté 26 morts. Déjà. Nous avons déjà compté 26 morts. Bien identifiés. Nous les avons déjà comptés. Je ne souhaite pas que mon pays connaisse encore des morts. Et ce que je peux faire pour tenter d'éviter cela, c'est ce que je suis en train de faire. Sensibiliser, appeler, crier. La solution, elle est simple. La solution est qu'on s'asseye, qu'on parle courageusement et qu'on trouve les solutions courageusement. C'est ça la solution. Ce n'est pas difficile. C'est juste une question de volonté. Donc, j'appelle encore aujourd'hui à ce dialogue-là, à cette discussion-là entre le régime, le pouvoir, RHDP et le front uni de l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition s'est unifiée et parle d'une même voix. Ça facilite encore plus le débat. J'en appelle encore à cela. Mais ce que j'affirme aussi,
c'est que dans les conditions actuelles, là, nous ne pouvons pas aller à des élections. Et nous n'irons pas à des élections. Ça, c'est clair. Nous n'irons pas à des élections et il n'y aura pas d'élections en Côte d'Ivoire ici, dans ces conditions-ci. Merci beaucoup, Simone Ewie Gbagbo, de nous avoir reçus à votre résidence pour cette interview de la Deutsche Welle. Vous qui nous suivez, merci de continuer à suivre les programmes de la Deutsche Welle et merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à une autre fois avec une autre personnalité.